Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les États-Unis d'Amérique annoncent la réduction drastique de l'aide militaire et de la sécurité accordée au Cameroun. Les responsables américains comptent couper près de 9 milliards de francs CFA dans ce budget en raison de la violation des droits de l'homme perpétrée dans les régions anglophones. Comment en est-on arrivé à cette suspension annoncée de certains programmes de coopération militaire entre Washington et Yaoundé? Quelles sont les raisons qui ont mené les États-Unis à prendre de telles sanctions militaires? Quel est l'enjeu sur le théâtre de la crise anglophone? Nous ferons le point dans ce journal sur les affrontements entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise avec la situation humanitaire des populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette histoire bouleversante d'une adolescente âgée à peine de 12 ans, Germaine, victime de viol à répétition. Elle est aujourd'hui enceinte alors qu'elle a à peine 12 ans, amaigrie, amoindrie, mais aussi traumatisée. Elle peine à supporter cette grossesse et sa famille, qui vit dans des conditions difficiles, lance un cri de détresse. C'est une enquête exclusive signée Mathilda Kemazou et Kediara. Si on devait comparer sa vie à un livre, on la nommerait certainement Perpétue. Et l'habitude du malheur, du nom de ce roman écrit par Mongo Betty et paru en France en 1974. Car à seulement 12 ans, Germaine, puisqu'il s'agit d'elle, se retrouve au bout de sa vie. Elle habite dans cette maison, construite en matériaux provisoires, inachevée, située au milieu de nulle part, dans un coin perdu de Ngodi Bakoko, un petit village des tréfonds de Douala. Elle vit ici avec ses 4 frères et sœurs, sa maman, son compagnon, ainsi que leur chien. Il y a plusieurs mois de cela aujourd'hui, alors qu'elle revenait de l'école, un soir, elle s'est fait agresser, puis violer par 2 inconnus. Je rentre de l'école à 17h. Je me suis arrêtée pour boire parce que j'étais fatiguée. J'ai trouvé 2 gars dans un chantier là. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont violé. Après avoir me violé, ils sont partis, m'ont dit de m'habiller et de rentrer chez moi. Si je les vois, je ne peux pas les reconnaître. Je suis énervée de ce qui m'est arrivé. Parce que moi, je ne connais rien. Ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Étant élève dans une école publique, cette semaine-là, elle est du groupe du soir. Sa maman s'attend donc à la voir rentrer au plus tard à 19h. Son école est loin de la maison. Mais passé 20h30, la petite Germaine n'est toujours pas là. C'est ce qui va pousser ses parents à aller à sa recherche. On va la retrouver en larmes, errant dans le quartier, telle une âme perdue. Elle va raconter à sa maman ce qui vient de lui arriver. On l'avait donc trouvée dans tous ses états en train de pleurer. C'est là qu'on la demande donc ce qui s'est passé. N'ayant pas d'argent pour la conduire à l'hôpital, afin de la soumettre à une batterie d'examens, la maman de la petite fille va se contenter de faire un test de VIH qui va se révéler négatif. Mais quelques semaines plus tard, le pire tombe. Germaine n'a pas ses menstrues. La petite fille est enceinte. Abattue, mais désœuvrée, sa maman ne sait quoi faire. D'ailleurs, elle n'arrive même déjà pas à nourrir sa petite famille. Elle travaille comme ménagère chez une voisine pour un salaire mensuel de 15 000 francs CFA. Son compagnon, quant à lui, chauffeur de profession, est au chômage. On vit avec un homme dans la maison, mais pour le moment, il ne fait absolument rien. Puisque sa situation ne lui permet pas. Il est chauffeur, mais il ne parvient pas à trouver un travail, ni même un taxi pour dire qu'il peut travailler avec. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas encore acheté quoi que ce soit à elle. Donc elle est encore comme ça. Puisque moi-même là où je suis là, je n'ai rien. Je me débrouille, je fais une ménagère, comme on paye 15 000. Et c'est ça qui nous parvient peut-être à acheter le savon ou bien le pétrole pour mettre dans la lampe, puisque nous sommes dans le noir, on n'a pas de lumière. Elle va traîner sa peine, tel un fardeau, exposant son problème à toute oreille attentive.
jusqu'au jour où on lui parlera d'une association dénommée Les Enfants de Monique, les Fous de Cœur, créée par quelques Camerounais de la diaspora après le scandale de l'affaire Monique Kouma Tekel. Elle leur explique ses tribulations et touchée par son histoire pathétique, l'association va mettre à sa disposition ce qu'on appelle le plan Monique. Donc, ils nous viennent en aide pour le cas de l'hôpital. Elle part à l'hôpital, elle suit toutes ses visites prénatales gratuitement sans que je ne donne 5 francs. Même le transport, c'est eux qui s'en occupent. Pour suivre la future maman dans sa grossesse, le docteur Vanessa Squatch, membre de l'association, va s'investir corps et âme dans l'affaire. Pour elle, la petite Germaine n'a pas conscience de sa grossesse. En plus du déni dans lequel elle se trouve, elle est brisée à jamais. Lorsqu'on a eu à l'interroger plusieurs fois, elle ne veut même pas d'abord de cet enfant. Elle refuse d'admettre, elle fait un déni complet de sa grossesse. Elle ne parle pas de cet enfant, elle ne parle même pas de la réaction que l'enfant dans son ventre. Germaine ne comprend même rien, elle n'est même pas avec nous. C'est vrai que plusieurs fois, elle a eu des idées de suicide qu'elle n'a pas donné à ses parents. Mais c'est à nous, au corps, où au moment il nous a dit je veux mourir, je ne veux pas de cet enfant, je n'ai pas demandé à être enceinte. Au-delà du choc émotionnel provoqué par le viol et la grossesse, c'est une enfant amaigrie, mal nourrie, dont le corps ne peut supporter un accouchement par voie normale. Germaine est dénutrie, elle est malnutrie et elle est, on peut dire, elle fait une malnutrition sévère. Donc, vu ses angles de dénutrition, déni de grossesse, son âge même, son bassin, elle ne pourra pas accoucher par voie basse. Donc, nous sommes obligés de faire une césarienne. Et c'est délicat pour un enfant de son âge. Durant son suivi, elle a rencontré 2 gynécologues, 2 sages-femmes et suit toujours des séances avec un psychologue. Une césarienne est programmée pour la naissance du bébé, mais au-delà de l'aspect médical, la future maman de 12 ans n'a rien, pas de vêtements pour accueillir le bébé, même pas une paire de ciseaux pour couper le cordon ombilical à sa sortie de son utérus. Sa maman, malgré sa volonté de lui venir en aide, n'a aucun moyen financier pour le faire. Je serai toujours avec eux puisque ça serait mon petit-fils, c'est ma fille. Donc n'importe où que je suis, je serai avec eux. Et pour le moment, là où ils dorment, je n'ai pas l'idée. Je n'ai pas l'idée parce que je n'ai rien. Si j'avais, je le faisais parce que je n'ai donc pas. Je suis vraiment navrée, je n'ai pas. Un peu perdue, comme anesthésiée par la situation, les 2 femmes espèrent en Dieu et aux hommes. De toutes les façons, l'espoir, c'est tout ce qui leur reste. Ce soir, un autre cas tout aussi dramatique sera au cœur de l'émission Regard Social. Vous n'avez pas oublié cette adolescente qui a été kidnappée il y a quelques mois et est devenue l'esclave sexuelle de ses ravisseurs durant de nombreux mois à Tonga, dans le département du Ndé, là où elle a été retrouvée. Pourtant, elle avait été kidnappée à Douala et des demandes de rançon avaient été même enregistrées pour sa maman. Et finalement, les présumés ravisseurs ont été mis aux arrêts. Ce cas social sera évoqué ce soir dans l'émission Regard Social à suivre autour de 21 h, émission présentée par Flavian Valondongo. Dans le reste de l'actualité, le collège d'avocats qui défend le professeur Maurice Kamto et les autres personnes arrêtées dans le cadre des marches blanches réprimées le 26 janvier dernier ont tenu à faire le point. Notamment, ils évoquent de nouvelles auditions et les prévenus pourraient voir le procès s'ouvrir devant le tribunal militaire au regard des charges retenues contre des précisions avec Rodin Gassi et Ike Cyril. Au terme des auditions des personnes interpellées dans le cadre des marches blanches du 26 janvier dernier, les avocats du MRC font le point. 16 personnes ont été poursuivies et entendues par la police judiciaire ici à Yaoundé. En l'état, 14 sont en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé.
il y en a 2 qui ne sont pas renvoyés devant le juge. Monsieur Paul Rekingue est toujours au GSO. Monsieur Abbé Gaston, alias Valsero, est toujours au GSO. 3 militants du MRC qui avaient été arrêtés le samedi 26 janvier à Banganté ont été amenés à la police et ayant présenté des garants ont été renvoyés chez elles simplement. Le lundi, elles ont été reconvoquées à la police judiciaire à Banganté. Et cette fois, ces personnes-là, ces 3 militants, ont été arrêtés et transportés à Bafoussam à la direction de la police judiciaire. Et dans la nuit du 3 au 4 février 2019, à minuit, on les a mis dans un car de police, menottés lourdement, et on les a transportés, on les a déportés à Yaoundé. Pour le collectif des avocats, les auditions ne se sont pas toujours déroulées dans les règles de l'art. Ils notent que les droits des prévenus ont été violés. S'agissant du cas du professeur Maurice Kamto, et ceux avec qui il a été interpellé à Douala le 28 janvier 2019 au domicile de M. Albert Bonga. Au moment de leur arrestation vers 19h30, la police leur a présenté pour tout document un mandat de perquisition signé de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. Une fois interpellés avec près de 80 autres personnes trouvées sur les lieux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce domicile privé, ils ont été privés de leur téléphone portable, puis conduits dûment menottés à la police judiciaire du littoral, et non pas au magistrat signataire du fameux mandat de perquisition. En dehors de M. Pendaïkoka, qui a pu être assisté d'un avocat lors de son audition, tous les autres gardés à vue au CED n'ont pas pu bénéficier du droit à un avocat. Et bien plus, ils sont en situation d'isolement total. Il a noté le cas particulier de Maître Galiembo Alphonse, avocat, qui, après avoir assisté à l'audition de ses clients, s'est vu interpellé au même titre que ces derniers et mis en garde à vue. Les avocats dénoncent des dérives tout en opérant des analyses juridiques. Nous avons constaté des arrestations suivies de déportations des personnes hors de leur lieu de résidence, sans réquisition écrite. Nous avons constaté des gardes à vue sans notification régulière. Nous avons constaté des transformations des gardes à vue judiciaires en gardes à vue administratifs ordonnés par des préfets. Nous avons constaté des gardes à vue administratifs ordonnés par les préfets de Fundi pour des personnes arrêtées hors de Yaoundé et détenues hors de Yaoundé. Au total, 147 personnes ont été interpellées dans le cadre des marches blanches. Les auditions sont terminées. Les avocats pensent qu'au regard des charges retenues contre les prévenus, ils pourraient tous être traduits devant le tribunal militaire. Et ce collectif d'avocats s'est exprimé sur la situation du professeur Alain Fogué, trésorier national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est dans un état de santé inquiétant à la suite de la grève de la faim qu'il a initiée depuis sa mise en détention. Situation préoccupante. À ce sujet, je vous propose d'écouter Maître Sim qui évoque le cas du professeur Fogué, qui est le trésorier national du MRC, lui aussi arrêté et placé en détention. Alain Fogué a déclaré entrer en grève sur procès verbal lors de son audition. M. Fogué a dit être l'otage de M. Paul Biya. Il a dit être ni plus ni moins un prisonnier politique dans son pays. À ce titre, il est prêt à mourir en martyr pour ce peuple qu'il aime tant. S'il faut qu'une personne décède, s'il faut que, comme à l'époque du maquis, lorsque nous voyons patriotes camerounais, nationalistes se battaient pour l'indépendance, étaient tués par des colons et leurs amis, s'il faut qu'il y ait des gens qui meurent aujourd'hui, il est prêt à ce sacrifice. Parce que malheureusement, les colons blancs sont partis et on est resté avec des colons noirs plus féroces encore. Donc pour cela, M. Fogué
est en grève de la faim depuis le 30 janvier. Ça fait donc une huitaine de jours. Vous imaginez l'état d'un être humain qui a fait 8 jours sans manger. Il est très affaibli. Parlons à présent de ces grandes criminalités qui se développent dans les localités voisines aux régions anglophones, elles-mêmes en proie à de véritables tensions et affrontements armés entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Cette fois-ci, c'est un établissement scolaire qui a été la cible d'une attaque des assaillants armés, notamment à Babadjou, dans le département des Bamboutos, là où il y a eu des bâtiments, véhicules incendiés, des salles de classe et bureaux saccagés, au point que le personnel administratif a dû fuir devant la fureur des assaillants armés. Le récit des faits avec Raphaël Tchoko et Jean-Paul Chouniat. Au loin, un calme habituel des jours ordinaires de classe. Une sérénité apparente sur les visages des enseignants et quelques élèves du lycée bilingue de Zavion, tous encore sous le choc de la visite inattendue des assaillants armés. Présentés comme des Amba Boys, le bras armé du mouvement séparatiste anglophone dans les deux régions du Cameroun en crise. Après leur passage en pleine journée, c'est la désolation. Bâtiments détruits, bureaux saccagés et autres biens réduits en cendres. Sous le regard terrifié des élèves, enseignants et autres habitants de Zavion, petite localité de l'arrondissement de Babadjou, dans les Bamboutos. Les élèves étaient déjà au courant. Ils ont relaté directement le bureau administratif. C'est là où les élèves se sont mis en débandade et c'est là où chacun a pris les clés du champ. Ils ont incendié la voiture du proviseur, incendié la voiture de notre collègue, incendié les motos des élèves, en plus brûlé mon bureau DPS. J'ai constaté qu'ils ont brûlé ma moto. J'avais vu ma moto avec le feu. Il y avait le feu sur ça. Et c'est presque la peur au ventre que ces enseignants et élèves de l'école publique et le lycée bilingue de Zavion racontent le film de l'assaut final des Amba Boys sur cet établissement d'enseignement secondaire. C'était aux environs de 14 heures passées, quand nous avons vu les enfants accourir, en criant que les Amba sont entrés dans le campus. Nous étions en salle de terminale pour étudier et au moment où nous avons entendu des bruits dehors où des élèves disaient que les ambazoniens ont encerclé l'école publique. Et au moment où nous sortons, nous constatons véritablement qu'ils sont là, les élèves en train de courir et nous aussi nous avons pris fuite. On les a vus sortir sur la route qui va à Péni. Ils sont sortis par la route là. On a vu les individus avec les armes sur les motos. Ils étaient au nombre de 6. On les a vus monter. Allez, nous avons aussi pris la clé du champ. On s'est échappé comme ça. Et c'est en fuyant qu'on nous a informé que le lycée d'à côté aussi attaqué et que le proviseur est sorti par la fenêtre. Quand je sortais, bon, j'ai vu quelqu'un avec l'arme à l'épaule. Bon, il s'est sorti passant par derrière là. Derrière les bureaux. En prenant fuite. Plus de 48 heures après l'attaque, les élèves n'entendent pas reprendre le chemin des classes sans garantie de sécurité. Quand nous venions à l'école, les enfants nous disaient que l'arme qu'ils ont vue là, vraiment, ça les empêche de remettre encore pied à l'école. Parce qu'ils ont peur que l'arme là peut revenir. La menace est donc réelle, permanente, voire omniprésente, reconnaît l'autorité administrative. Le traumatisme est encore frais dans la mémoire des uns et des autres. Nous envisageons dès mardi, après la fête de la jeunesse, descendre sur le terrain pour assurer les responsables de cet établissement et les élèves que la situation est maîtrisée et qu'ils peuvent continuer à suivre sereinement les cours. Face à d'éventuelles frappes pouvant venir de nulle part, le sous-préfet de Babadjou appelle la population à une collaboration franche dans le renseignement. Ici, la rétention de l'information ne facilite pas un meilleur quadrillage sécuritaire. Donc, nous invitons les populations à signaler toute personne suspecte et même tout geste suspect.
Cela fera en sorte que les forces de maintien de l'ordre puissent mener à bien la sécurité dans l'arrondissement. Limitrophe aux localités en conflit armé de Ouabane dans le sud-ouest et Péning dans la région du nord-ouest, l'arrondissement de Babadjou à l'ouest Cameroun vient de subir ainsi en l'espace de 7 mois sa troisième attaque armée. La première, la brigade de gendarmerie dans la nuit du 26 au 27 juin 2018, puis le poste mixte de contrôle de Bachoua dans la nuit du 20 au 21 janvier 2019, soldé par la mort d'un officier de police. À présent, j'aimerais que vous regardiez cet article de CNN. C'est l'un des plus partagés depuis sa publication hier soir sur le site de cette célèbre chaîne américaine. Il s'agit, selon CNN, d'une décision de l'administration américaine de réduire le budget consacré à l'aide militaire et de sécurité consacrée, donc accordée au Cameroun. Selon CNN, il s'agit d'une coupe budgétaire de près de 9 milliards de francs CFA, le retrait de certains équipements militaires américains et la suspension de certains programmes de coopération militaire et sécuritaire en raison de la violation des droits de l'homme perpétrés dans les régions anglophones, là où il y a une crise sécuritaire, des affrontements entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise. D'autres précisions avec Marcelin Gransop. Je parlais donc de cet article de CNN qui annonce la volonté de l'administration américaine de réduire contre toute attente le budget consacré à l'aide militaire et sécuritaire qui est attribué au Cameroun, près de 9 milliards de coupes budgétaires en raison de la violation des droits de l'homme perpétrés dans les régions anglophones. D'autres précisions avec Marcelin Gransop. C'est la chaîne de télévision CNN qui, citant des responsables du département américain, fait état de la volonté du gouvernement américain de réduire considérablement le montant de l'aide militaire et de sécurité apportée au Cameroun. L'annonce, qui fait l'effet d'une bombe, porte sur la bagatelle de 97 milliards de francs CFA d'aide, repartis notamment dans les fonds pour les radars, la livraison de 4 patrouilleurs de classe défenseur, de 9 véhicules blindés, sans oublier des programmes de formation pour les avions et hélicoptères C-130. Toujours selon CNN, qui cite un responsable du département d'État, il est reproché aux autorités camerounaises les multiples exactions et autres violations des droits de l'homme commises dans le cadre de la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis plus de 2 ans, en relevant que le pouvoir de Yaoundé ne fait pas assez pour une sortie définitive de crise. Les Américains exhortent le gouvernement à prendre au sérieux toutes les allégations crédibles de violations flagrantes des droits de l'homme, à mener des enquêtes approfondies sur ces accusations, à placer les auteurs de ces violations devant leurs responsabilités et enfin à partager avec la population camerounaise les résultats des enquêtes prescrites. Le responsable du département d'État, approché par CNN, poursuit en affirmant que le manque de progrès et de clarté au sujet des actions entreprises par le gouvernement pourrait entraîner une suspension plus large de l'aide des États-Unis. On se rappelle qu'en mai 2018, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, non sans charger les séparatistes pour plusieurs faits portés à leur actif, avait accusé les forces de défense et de sécurité d'avoir perpétré des assassinats ciblés, des détentions sans assistance juridique, ainsi que des pillages et incendies des villages. Des accusations souvent reprises par des organisations de défense des droits de l'homme, mais rejetées par les autorités camerounaises qui ont toujours mis en avant le professionnalisme des hommes qui se déploient sur divers fronts. Signalons que, outre le domaine militaire, le Cameroun et les États-Unis ont plusieurs autres programmes de coopération. Précisons, après ces révélations de cette chaîne américaine, les États-Unis confirment cette décision de suspendre certains programmes de coopération militaire et de sécurité avec le Cameroun. Contacté par la rédaction d'Equinox Télévision, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun n'a pas souhaité s'exprimer, mais pourtant le porte-parole de l'ambassade des États-Unis a dévoilé la décision des États-Unis de suspendre certains programmes de sécurité militaire entre le Cameroun et les États-Unis. D'autres précisions avec Guy Zogo et Emmanuel Diop. Heureuse coïncidence, au moment où tous les regards étaient braqués sur la coopération militaire Cameroun-États-Unis, l'ambassadeur américain avait rendez-vous avec le ministre de la Communication à Yaoundé.
À l'issue d'un tête-à-tête de 45 minutes, le représentant de Washington à Yaoundé s'est d'abord focalisé sur les missions et les attitudes, selon lui, remarquables de son hôte. J'ai félicité le ministre pour son poste, mais aussi pour ses déclarations mesurées et apaisantes au public. Sollicité sur la question de la coupe drastique opérée par son pays dans l'aide militaire américaine au Cameroun, le diplomate a usé d'une pirouette, saluant surtout la qualité de la coopération entre son pays et le Cameroun, ainsi que les efforts de Yaoundé dans la lutte contre Boko Haram et la sécurité dans le golfe de Guinée. Les relations entre le Cameroun et les États-Unis restent bonnes. Et on va continuer. Nous respectons les sacrifices que le Cameroun fait dans l'extrême nord et dans le bassin du lac Tchad contre Boko Haram, mais aussi de rassurer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Sans toutefois refermer entièrement la porte sur cette affaire de l'aide militaire américaine, l'envoyé de Washington a orienté la presse vers son chargé de l'information. Si vous avez davantage de questions sur ces articles qui ont apparu hier, je vous conseille de contacter notre porte-parole à l'ambassade. Contacté justement par Equinox Télévision, le porte-parole de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, Lee McManus, confirme effectivement la décision des États-Unis d'arrêter le financement de certains de ces programmes militaires en faveur du Cameroun. Ces sanctions portent notamment sur le programme de formation et des pièces de rechange de l'avion C-130 appartenant au Cameroun, sur la fourniture de 4 bateaux Defender et de 9 véhicules blindés, sur l'arrêt de la possibilité pour le Cameroun de postuler pour le programme de partenariat d'État et enfin sur l'arrêt de la livraison et de la formation pour un système radar, des pièces de rechange pour véhicules blindés et la formation pour les hélicoptères. Derrière les sourires et les paroles amènes de son ambassadeur au Cameroun, les sanctions militaires américaines contre Yaoundé sont bien une réalité. Et selon la célèbre chaîne de télévision américaine CNN, le département d'État américain menace d'élargir la suspension de son aide militaire si le gouvernement camerounais ne prend pas en compte ses observations sur la situation des droits de l'homme dans les régions anglophones. Après les révélations et le rapport d'Amnesty International sur la situation dans les régions anglophones au Cameroun, le commandant américain de la force militaire pour l'Afrique a mené une enquête au Cameroun et il doit témoigner ce jeudi devant la commission des forces armées du Sénat américain. Et vous allez le voir à présent sur la page officielle de l'ambassade des États-Unis au Cameroun sur Facebook, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui a réaffirmé la relation forte qui existe entre le Cameroun et les États-Unis. Les différents axes de coopération vont se poursuivre selon les assurances du diplomate américain. Peter Henry Baldwin a rencontré ce jour, vous l'avez suivi, lors d'une réunion de courtoisie, le nouveau ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Et les États-Unis ont rassuré que la coopération militaire va se poursuivre pour lutter contre le terrorisme au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, évoquons le lancement de la campagne Café hier, notamment à Bankim dans la région de l'Adamawa, là où plusieurs membres du gouvernement sont allés rassurer les producteurs et agriculteurs. Pourtant, la situation est loin d'être reluisante entre l'accès difficile au financement, mais aussi les intrants agricoles assez rares. Les producteurs agricoles broient du noir avec les prix du café qui ne cessent de baisser sur le marché international. D'autres précisions avec Sylvestre Zangaou. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Évoquons à présent ces vœux du directeur général de MTN Cameroun qui a tenu à s'exprimer devant la presse camerounaise. Il a évoqué les enjeux de la révolution en cours au sein de MTN qui compte davantage investir pour permettre aux millions d'abonnés MTN, mais aussi à tous les Camerounais d'accéder à des données mobiles plus importantes afin de leur permettre de bénéficier de la révolution digitale. Reportage. La tradition a été respectée par MTN Cameroun. Le leader des télécommunications a réuni les hommes et femmes des médias le 31 janvier 2019 pour leur souhaiter une bonne année. Au
Occasion aussi pour la presse de rencontrer le nouveau directeur général de l'entreprise, Henry Castille. Merci Jean-Melvin. Ce dernier a promis aux journalistes que MTN va continuer de travailler étroitement avec la presse et lui offrir des opportunités de développement. C'est déjà le cas avec la plateforme Yabadou qui constitue une source de revenus additionnels aux chaînes de télévision et bientôt aux chaînes de radio. Ce contenu a la particularité d'être local. Nous allons continuer à progresser sur ce contenu-là en vue de permettre à tous nos clients d'avoir le meilleur. Au-delà des vœux à la presse, le directeur général de MTN Cameroun a affiché les ambitions de l'entreprise pour l'année. Renouer avec la croissance après des moments difficiles, satisfaire davantage la clientèle, œuvrer au développement de l'économie numérique et proposer plus d'opportunités à la jeunesse. Pour renouer avec la croissance justement, l'entreprise a réalisé un investissement de plus de 300 milliards de francs CFA sur le réseau durant les 3 dernières années, ainsi qu'une transformation des infrastructures, des processus et des ressources humaines. Les premiers fruits sont visibles. Plus d'1 million de nouveaux abonnés enregistrés en l'espace de 4 mois et une distinction pour la qualité du réseau Internet. On est reconnu comme l'opérateur qui donne le meilleur service. Le service non seulement aux clients pour les produits, mais aussi le meilleur réseau qui a été reconnu par Ookla qui nous a annoncé qu'on a gagné le réseau le plus rapide du Cameroun. Il y a donc de quoi accroître la satisfaction des clients. Mieux encore, MTN met à leur disposition un nouveau smartphone accessible et un nouveau modem mobile. Les 2 terminaux ont été présentés en primeur à la presse par Henry Castille au cours de la cérémonie. À propos de l'économie numérique, MTN va continuer de jouer son rôle de catalyseur et réaffirme sa disponibilité à accompagner le gouvernement dans le développement d'une économie numérique inclusive. Enfin, pour les jeunes, MTN Cameroun promet d'une part de les accompagner dans le développement de leurs idées innovantes et d'autre part de familiariser les étudiants avec l'environnement professionnel à travers les multiples stages académiques qui seront offerts. D'autres initiatives permettront à MTN de renforcer sa position d'entreprise responsable et surtout son statut de leader du secteur des télécommunications au Cameroun. Comment la promotion de la culture peut-elle favoriser le développement socio-économique du Cameroun? Des acteurs culturels se sont retrouvés à Yaoundé pour mener la réflexion sur cette problématique. Évocation avec Aïk Cyril dans ce reportage. Comment mettre le patrimoine culturel camerounais au service de la paix et du développement? La question taraude les esprits au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et en cette semaine de la jeunesse, la cible est toute trouvée. Le MINRESI organise à l'intention des jeunes élèves des lycées et collèges une conférence scientifique sur le transfert des informations scientifiques et techniques et surtout la valorisation du patrimoine culturel camerounais. Notre richesse culturelle constitue un bassin d'innovation et de créativité. Je vous invite donc à un véritable retour aux sources pour que la science et l'innovation soient au service de la valorisation de notre originalité et de notre identité camerounaise. L'objectif est de mettre en exergue le patrimoine culturel pour une recherche-développement durable. 2 jeunes universitaires, Dr Ismaïla Amadou, chercheur au Comité national de développement des technologies, et Dr Christelle Amina Djoulde, chercheur à l'université de Ngaoundéré, animent la conférence au terme de laquelle les jeunes disent avoir beaucoup appris. J'ai retenu que la recherche du patrimoine culturel de la paix a un grand lien avec le développement de notre pays. Déjà parce que sans paix, on ne peut avancer dans le développement de notre pays. On ne peut prétendre vouloir se développer si on ne communique pas ensemble. Sans la paix, nous ne pouvons pas avancer. Je prends le cas de chez moi, Madame Francelle, au Béti. On dit pêche noire Béti, voix et la paix est avec toi. Dès mes débuts d'études en classe de 6e, j'ai toujours rêvé d'être une chercheuse. Sur cette conférence, elle m'a beaucoup encouragée, elle m'a beaucoup motivée et grâce à cette conférence, je me suis fixé des objectifs. Si la recherche peut conduire au développement, il est nécessaire, croit-on savoir au MINRESI, de développer des mécanismes d'éveil scientifique chez les jeunes et de vulgariser les filières scientifiques dans les établissements scolaires. Parlons à présent d'Orange Cameroun qui donne les outils nécessaires
aux jeunes et aux femmes afin de maîtriser les technologies de l'information et de la communication désormais indispensables dans un monde de plus en plus globalisé. Reportage. Elles sont au total 70 apprenantes à recevoir ce jour leur attestation de fin de formation après avoir réussi brillamment le programme Maison Digitale de la Fondation Orange, si au centre de promotion de la femme et de la famille d'Aqua. Désormais mieux outillées pour contribuer au bien-être de leur famille et de leur communauté à travers la formation reçue basée sur le numérique, ces récipiendaires remercient profondément le géant de télécom Orange Cameroun. J'ai dit Orange Cameroun grand merci parce que nul n'était Orange Cameroun, je n'allais jamais connaître l'informatique, je n'allais jamais connaître la comptabilité, je n'allais jamais connaître comment faire une gestion. Je dis grandement merci Orange Cameroun parce qu'il prend soin de nous les femmes, nous les mamans. Avec ce que Orange Cameroun fait pour nous, nous allons pouvoir encadrer nos enfants. Nous, surtout nous qui sommes les veuves, nous allons pouvoir encadrer nos enfants, les éduquer dans le sens de bien faire des choses dans l'avenir, qu'ils deviennent nos héritiers de demain et que nous aussi demain on leur ramène faire ces formations pour que Orange Cameroun puisse grandir. En fait, je remercie déjà la Fondation et le CPF pour la formation gratuite. Avec cette formation, je me suis améliorée. Pour rehausser l'éclat de cette cérémonie de remise des attestations aux apprenantes de la Maison Digitale d'Aqua, de nombreuses autorités ont fait le déplacement, parmi lesquelles le représentant du sous-préfet de Douala-Premier, Madame la déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral. À travers cette première promotion, la Fondation Orange confirme son engagement à lutter pour l'autonomisation de la femme en leur facilitant l'accès à des modules et des outils qui leur ouvriront les portes de l'emploi. La Fondation Orange, depuis 2015, comme vous venez de dire, implémente ce projet en partenariat avec le ministère de promotion de la femme et de la famille. L'objectif est vraiment d'autonomiser la femme en situation de précarité. Nous avons plein de femmes qui ont quitté l'école précocement et qui n'arrivent pas à trouver des emplois classiques. Elles doivent mener des activités génératrices de revenus ou être formées dans d'autres domaines, par exemple la couture, qui est vraiment importante. Donc, ce qui est très important pour ces femmes, c'est d'être capacitées à mieux gérer ces activités parce que avoir une activité, c'est une chose, bien la gérer, c'est une autre chose. Après cette remise de parchemin, la Fondation Orange entend toujours encadrer ces femmes pour leur meilleure insertion dans la société. Une initiative saluée par tous. Nous voulons féliciter toutes les lauréats de ce jour, aussi bien les jeunes filles et jeunes garçons du Centre de promotion de la femme que les dames qui ont été formées dans le cadre de la maison digitale issue du partenariat entre le ministère de la promotion de la femme et de la famille et la Fondation Orange. Vous savez, nous encourageons en ce moment-là, vu le contexte actuel où le travail salarié est très difficile, nous encourageons de plus en plus la formation professionnelle qui donne droit à un auto-emploi. Nous croyons qu'avec la société Orange qui nous a accompagnés, ces femmes ont été bien outillées et qu'elles vont utiliser à bon escient tout ce qu'elles ont eu comme capacité. Notons que plus de 500 femmes jusqu'ici ont déjà bénéficié du programme Maison Digitale sur l'ensemble du territoire national grâce à la Fondation Orange. Dans les tout prochains jours, ce sera aux apprenants de la Maison Digitale de Batouri de recevoir à leur tour leur parchemin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Germaine, 12 ans, est déjà enceinte. Vous avez suivi le témoignage édifiant de cette adolescente qui vient à peine de franchir l'âge de 10 ans, qui a été violée à répétition, traumatisée, amoindrie, amaigrie et qui peine à supporter l'état dans lequel elle se trouve. Elle porte une grossesse et des médecins en redoutent sa capacité physiologique et physique à pouvoir arriver jusqu'au terme d'une telle grossesse. Sa famille a lancé un cri de détresse dans ce journal. Voilà, c'est donc l'essentiel de la deuxième partie équinoxoise, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Alors, monsieur, dans un instant, deuxième partie équinoxoise, ce sera le débrief.